Hey, salut! Bienvenue chez Crée-moi, Crée-moi pas. Aujourd'hui, c'est la 6e épisode. Puis on est content de vous voir. Fait continuer d'écouter. Parce qu'on va vous donner des bons conseils. Là, juste pour être sûr que tout le monde est bien réveillé puis bien debout, je vous invite à vous lever. Faites des petits étirements. Faites 5-6 push-ups. Puis on va commencer. Des mauvaises nouvelles dans la vie? Tout le monde a déjà reçu ça. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Par exemple, hein, il y a des personnes qui, eux autres, ben, ils vont brailler leur vie, puis d'autres, ben, ils vont péter une sale coche, puis ils vont sacrer leur camp. Puis toi, comment tu réagis aux mauvaises nouvelles? Hein? Comment tu te sens, toi? Peut-être déstabilisé? Peut-être pas, dans le fond. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, dans l'épisode. Fait que, lâchez pas d'écouter. Bonjour à tous, bienvenue à Crée-moi pas. Ici Michel Gaudet. Et bonjour, je m'appelle Charles Porter et nous allons passer une petite demi-heure ensemble dans ce podcast. Et comme ça s'est dit, croyez-nous pas, mais on espère que les conversations au moins seront intéressantes. Michel. Oui, et on veut, comme vous voyez là, Charles, en ce moment, si vous n'avez pas remarqué, en tout cas sur la vidéo, on voit un peu le drapeau du Québec. Alors, il commence vraiment à se baigner dans le québécois. Et on va écouter encore Joey dire une expression et Charles va tenter de le dire et tenter d'expliquer c'est quoi dans sa compréhension. En tout cas, comme vous savez, les expressions québécoises sont assez intéressantes parfois. Et celui-ci aussi. Alors, j'ai bien hâte d'entendre. Joey, c'est quoi l'expression? Thanks, Charles Michel. Fait que l'expression qu'on a vue la dernière épisode, c'était courir la galipote. Cette semaine, on va avoir une carrément différente. Ça s'appelle être tout nu dans la rue. À vous, Charles Michel. Comme toujours, je vais essayer être tout nu dans la rue. OK. Être tout nu dans la rue. Comment t'as osé parler de personnes nues sur le podcast? Oh, tu sais, j'ai grandi en Europe. J'ai grandi dans les années 80. Si tu allais à la plage, la moitié des femmes étaient... Oh, mon papa, on ne pouvait pas aller à la plage parce que tout le monde était nu et papa ne voulait pas qu'on voit ça tout le temps parce que pour un jeune, c'était un peu trop, disons. Donc, je comprends les mots. Mais... J'ai beaucoup de mémoire de la plage comme petit enfant, comme jeune garçon de 7-8 ans et je venais des États-Unis très conservatif et donc pour moi c'était plus que j'imaginais. Mais qu'est-ce que ça veut dire être tout nu dans la rue? Alors, être tout nu dans la rue, ça veut dire être démuni, d'avoir tout perdu. C'est d'être au dépourvu. Dans le fond. Et je ne sais pas si tu as déjà eu un rêve de même. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves qui sont tout nus, mais en public, soit qu'ils sont à l'école ou au magasin ou peu importe. Puis là, tout le monde les regarde. Est-ce que tu as déjà eu un rêve comme ça, Charles? OK, oui. Je pense que tout garçon... J'ai parlé ça avec ma femme. Elle ne savait pas que c'était une réalité. Mais... Je ne sais pas d'où ça vient, mais tout garçon que je connais a eu un rêve d'être dans son caleçon à l'école. Et seulement son caleçon. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a tous eu ce rêve d'être pas complètement nu peut-être, mais avec seulement mon caleçon. Mais être tout nu dans la rue, ça veut dire tout perdre. Tout perdre. Oui. Et je pense que ça nous emmène encore dans notre conversation d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, ils ont tout perdu, ou bien je pense que la peur la plus forte, c'est que je vais tout perdre. Quand on a une anxiété et une incertitude sur l'avenir, on a constamment peur de tout perdre. Et ça commence à peser, surtout si on a du trauma en anglais, on dit, qu'est-ce que mon français me perd? Un traumatisme. Surtout avec les mauvaises nouvelles.
Mhm. C'est ça, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, justement, des fois, on a l'impression. La première chose qu'on va penser, c'est vraiment ce qu'on a perdu. On se sent vulnérable, on se sent tout nu, tu sais, d'un sens comme un peu outré et tout, là. Et on va parler justement de quand on reçoit des mauvaises nouvelles, parce que, écoutez, on le sait, on est sur cette terre, ben, c'est la vie, c'est pas toujours facile. Et c'est sûr qu'il y a des moments, des périodes de la vie qui est plus difficile, où est-ce qu'on perd beaucoup. Et des gens plus que d'autres, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Et c'est ça, en fait, on va parler un peu de ces moments-là et comment dealer avec, comment surpasser ça. Et c'est ça, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que même durant le COVID, on a perdu beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que ça nous impacte énormément au niveau psychologique, social et tout. Fait, tout notre monde a changé du jour au lendemain quasiment. Et ça, c'est quand même un traumatisme. Bon, je sais que le mot traumatisme, ça fait peur, puis ça ressemble. Nous, on pense aux gens qui sont allés à la guerre, OK? Mais c'est pas juste ces gens-là, des accidents de voiture, des gens qui. Juste des grosses nouvelles qui nous impactent énormément. Alors, Écoute, le COVID, Michel, ça en fait partie. ça en fait partie. Au milieu du COVID, j'ai eu un accident de voiture. Oh, J'étais OK. avec ma fille, elle avait 11 ans à ce moment-là. On est allé, j'étais en train de la prendre chez des amis. C'était un moment ouvert où on pouvait faire ça. Et j'étais sur une route, pas une autoroute, mais en train de rouler. Et un jeune homme, il a dit, j'ai regardé en bas. Il a regardé son mobile. OK, je sais qu'il a regardé, Ouais, mais ouais. il nous l'avons cogné. J'étais à 100 km à l'heure, mais Mm, complètement légal. Et il est venu de ma gauche et boum, dans une seconde, on l'a ouais. complètement cogné. Wow. Depuis ce moment-là, je n'avais jamais eu de crise de panique. J'ai jamais, dans ma vie, n'en avais aucune. Depuis ce Mm, moment-là, j'en ai eu plusieurs. mhm. Ma petite fille, qui était très insouciante. Son petit nom, c'est Papillon, parce qu'elle est là, elle n'est pas là, elle est partout. Très créatif. Maintenant, quand on est dans la voiture, elle serre, elle est serrée, elle a Mm, peur, elle crie ouais. s'il y a des voitures qui viennent, même s'il n'y a pas de danger, parce que c'était un tram, un tram, oui, un tram. Un trauma, Un un trauma, un traumatisme. traumatisme, un tram, c'est un traumatisme. Et puis, il faut savoir comment Mhm. euh, approcher ces trucs traumatiques. Et je pense que dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent, quand on se sort du COVID, ça sera très important d'avoir des outils pratique pour se sortir du traumatisme ou d'une situation traumatique. On a Ouais, encore parlé avec Anne, ton amie Anne, qui est beaucoup ouais. intelligente, beaucoup plus que nous. Peut-être que nous pourrions écouter l'interview. Ouais. Je vais vous parler du trouble du stress post-traumatique. C'est pas tout le monde qui va développer un trouble du stress post-traumatique après avoir fait face à un événement traumatique, mais beaucoup de personnes vont devoir faire face à un événement traumatique à un moment donné ou à un autre dans leur vie. Quand on développe un trouble du stress post-traumatique, il faut savoir qu'on a des réactions qui sont normales face à une situation qui est anormale, puis que notre cerveau, il tente de digérer l'événement traumatique. Fait que face à cet événement-là, il peut y avoir 3 réactions possibles, soit de fuir, de combattre ou de figer. Puis figer, ça nous permet de, pendant un moment, mieux analyser la situation pour ensuite décider comment on y fait face, puis de fuir ou de combattre. Fait que figer, c'est normal, puis il ne faut pas se sentir, faut pas se blâmer pour ça, d'avoir figé, puis de j'ai pas réussi à réagir tout de suite. Je dois t'avouer, Michel, que avouer que j'avais un traumatisme, Mm. c'était difficile parce que je suis garçon, je suis homme et ça ne Ouais. doit pas m'influencer. Mais la Mhm. réalité, c'est qu'on a des traumatismes. J'ai vécu pour 13 ans en Afrique.
plus ou moins. Et on a eu un accident là aussi. Et j'ai visité un conseiller et il m'a expliqué qu'un tram, un épisode traumatique, Ouais. la raison que ça reste, c'est que la mémoire est figée dans la mémoire de court terme et pas à long terme. Donc, c'est pour ça qu'une personne qui a expérimenté quelque chose comme ça, chaque fois qu'ils en parlent, ils pleurent ou les sentiments reviennent. Et la différence, c'est qu'une personne qui a bien géré ça, ils ont mis cette mémoire dans le long terme. Donc, ils peuvent évaluer cette mémoire. Mais une mémoire qui est à court terme ne peut pas être évaluée parce que les sentiments sont toujours là. Donc, ce que j'ai fait avec lui, une procédure super intéressante, ça s'appelle, je vais m'en souvenir, mais il m'a mis deux petits trucs dans la main qui faisaient des impulses d'électricité. Boum, boum, gauche, droite. Et puis, il m'a dit de fermer les yeux et de parler de l'expérience. Pas de mes émotions, mais de l'expérience. C'était bizarre. Et si vous êtes sur l'audio, vous ne verrez pas ça, mais sur YouTube, vous pouvez voir. J'avais le sentiment, quand j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à sentir ces impulses électriques, tout d'un coup, je sentais que la gauche de ma tête était lourde et que mon bras gauche s'était abaissé. Et je parlais du tram comme ça. Et quand j'ai ouvert les yeux, mes mains étaient à côté les uns des autres et je n'avais pas bougé. C'était tellement bizarre et j'ai fait 3 sessions de ça. Et à la fin, quand je fermais les yeux, j'avais toujours le sentiment que mes mains étaient ensemble. Et il m'a dit, c'est parce que tu as déménagé, si tu veux, cette mémoire de court terme en long terme. Donc, les émotions sont enlevées de la mémoire de la même façon qu'ils étaient. Parce que, comme a dit, notre cerveau a de la misère à catégoriser. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tes pensées? Oui, mais c'est ça, je pense que Anne en a parlé un peu, là, le fait que le cerveau, ça prend du temps vraiment à replacer cet événement-là. Puis je pense que la première chose, c'est vraiment pas se condamner, là, comme on a parlé, parce que c'est normal, c'est normal de vivre ça. Puis c'est sûr que ça l'amène beaucoup de vulnérabilité, du sens qu'on se sent impuissant, on n'a pas le contrôle comme qu'on voudrait. Je pense que chaque être humain, on aime ça avoir le contrôle, du sens que, on a un cerveau et c'est pour ça qu'on fait plein de choses. Mais à pas avoir le contrôle sur ses pensées, sur nos réactions, ça fait assez peur. Mais c'est de normaliser la chose et commencer à bâtir là-dessus. Et en fait, si vous avez écouté les autres épisodes, tout ça, ça rentre aussi en compte, du sens de revenir à la réalité, se rappeler c'est quoi, se refonder. Toutes ces choses-là, ça en fait partie. Alors, je vous encourage à écouter les autres épisodes si vous ne l'avez pas fait. En réalité, c'est une histoire d'ours, non? Qui revient. Mais l'histoire, ce que j'ai trouvé dans mon expérience, c'est que je ne pouvais pas contrôler quand l'ours revient. Normalement, la situation, je sais que je vais avoir de l'anxiété si je prends un test à l'école, par exemple. Mais ce sentiment d'être bouleversé par l'anxiété à cause d'un traumatisme, ça vient de nulle part. Je peux être là. Hier matin, j'ai reçu un email et tout d'un coup, je suis complètement dans l'histoire d'ours. Je ne sais pas d'où ça vient et j'ai dû vraiment respirer. Et puis, je me suis retourné aux histoires qu'on a remplacées pendant les épisodes précédents de mon identité et de qui je suis et que je suis aimé et que je fais partie des personnes normales, si vous voulez. Et je sais que pour moi, à un moment donné,
aussi, c'est par rapport à l'anxiété et tout, et les attaques de panique, parce que Charles, tu en as parlé, que toi aussi, tu as commencé à avoir des attaques de panique à partir vraiment de l'accident et tout. Et je pense, moi, je vais juste raconter une histoire. Moi, quand j'ai commencé à travailler, tout, en tout cas, une phase de ma vie, j'avais vraiment coupé mon côté social. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être connectée parce que si je ne suis pas connectée avec les gens constamment, c'est comme j'oublie comment connecter avec les gens et ça m'emmène l'anxiété. Et ça, j'ai réalisé. Puis j'ai découvert, je ne suis pas la seule. Mais c'est ça, je sais que avec le COVID, ça va être difficile pour moi de, OK, là, reconnecter avec les gens. Mais c'est ça, fait à un moment donné, à l'école, je connaissais beaucoup de gens à l'école. Tu sais, j'ai l'air de quelqu'un de très social, tout va bien. Mais il y a juste eu un moment donné que je voulais participer dans la conversation. Je suis venue pour y aller, puis mon cerveau a fait comme non, je suis pas capable, je sais pas quoi dire, puis c'est juste de peur de jugement, plein d'affaires, puis après ça a juste fait blank, je suis juste repartie, et là, c'est ça, et là, je commençais une attaque de panique, en fait, c'était à ce moment-là, et alors, c'est ça, et je pense beaucoup de gens vont vivre ces choses-là. Et Ouais, c'est t'as sûr, raison. c'est désagréable. Mais on va écouter Mimi qui en parle de l'attaque de panique pour expliquer c'est quoi et avoir son point de vue là-dessus. Alors, on va l'écouter tout de suite. Le trouble panique, qui est associé aux attaques de panique. Donc, dans le fond, une attaque de panique, n'importe qui peut en faire une. Mais quand tu commences à avoir peur de faire des attaques de panique parce que tu en as déjà fait, puis que tu en viens à éviter des choses parce que tu as fait une attaque de panique, parce que tu as peur de faire une attaque de panique, là, tu développes un trouble panique. C'est ça. Comme je dis, tout le monde peut en faire une. Et souvent, quand tu en as fait une, tu le sais parce que c'est vraiment, vraiment intense, vraiment, vraiment désagréable. Il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'hôpital en se plaignant puis en disant qu'ils ont comme ils sont en train de faire une attaque cardiaque, puis qu'on va réaliser dans le fond qu'ils ont fait une attaque de panique. C'est associé avec comme l'idée que tu vas... Souvent, les gens vont se dire « je vais mourir, je suis en train de mourir » parce que ton cœur débat, tu n'es plus capable de respirer, tu n'es plus capable de reprendre ton souffle. Puis tu as l'impression que tu vas mourir, puis qu'il n'y a rien que tu peux faire, ça ne va pas partir. C'est vraiment, là, tu es pris dans ça. Plus rationnellement, là, c'est vraiment comme ça devient vraiment gros. Puis c'est très épuisant parce que ça prend beaucoup d'énergie, tu as l'impression que tu vas mourir, ton corps réagit vraiment fortement, puis ta tête aussi, donc autant physiquement qu'émotionnellement, souvent, c'est associé à une grande fatigue. Une peur d'en faire parce que c'est vraiment désagréable. Souvent, quand tu en fais une, en effet, tu as peur d'en faire parce que c'est vraiment pas agréable. Puis, tu perds le contrôle de ton corps un peu, donc c'est épeurant de se dire « je pourrais en refaire une autre, je pourrais reperdre le contrôle encore ». Mais souvent, les gens vont, tu sais, ça va arriver qu'on en fasse puis qu'on ne va pas nécessairement en refaire d'autres ou développer un trouble panique. Mais pour les gens qui en ont fait, ça peut arriver là, parfois. Oui, merci Mimi pour l'information. Les attaques de panique, pour eux, c'est vraiment désagréable, comme Mimi l'a dit, mais il y a possibilité de contrôler ça, de s'améliorer de jour en jour. Il y a plusieurs trucs qu'on peut adapter, dont tous ceux qu'on a dit dans les podcasts précédents, c'est sûr. Mais c'est ça, mais ce sentiment-là d'impuissance, ce sentiment qu'on n'a pas le contrôle, qu'on ne sait plus quoi faire et tout ce qu'on peut faire, c'est juste essayer de respirer avec les mains moites et même certains peu shaky et tout. C'est sûr, c'est un sentiment désagréable parce qu'on n'a pas le contrôle. En fait, il y a plusieurs choses, même la drogue, les addictions, c'est la même chose. Où est-ce que tu n'as pas le contrôle de... Mais c'est vraiment pas par pas qu'on va les petits pas qu'on va prendre. Et c'est ça. Et Charles, tu parlais un peu de tantôt, tu me parlais un peu de comment réassocier les expériences passées, qui serait vraiment intéressant parce que les expériences passées, surtout de notre enfance, ça nous impacte. Souvent, on ne le reconnaît pas. Souvent, une psychologue va nous aider à prendre conscience de cette chose, mais c'est vraiment, chaque personne, on est humain, notre cerveau fonctionne de même, notre corps fonctionne de même. Les expériences passées vont vraiment amener des sentiments, amener des réactions et tout. Alors, Charles, c'est quoi donc tu voulais dire?
Oui, parce que je suis un peu geek, on dit en anglais. J'adore lire et écouter. Et la recherche sur la mémoire est puissante. Parce que sais-tu, Michel, que chaque fois que tu accèdes à la mémoire dans ton cerveau, tu la changes. Donc, ce que tu te rappelles d'il y a 5 ans, si tu t'en es pas rappelé, tu vas la perdre un petit peu. Mais si tu t'en rappelles chaque jour, cette histoire va changer. L'ours va changer. Et l'ours que tu te rappelles n'est pas l'ours qui a commencé. Et c'est incroyable, la recherche montre, ils ont fait des interviews avec les gens après à New York, après le 11 septembre et les attaques. Et ils les ont enregistrés un an plus tard, ils leur demandaient où étais-tu? Et ils changeaient de location, ils changeaient de mémoire, mais après un an, ils étaient certains qu'ils se rappelaient correctement. Une des choses qu'on doit réaliser, et qu'on peut réaliser pour changer ces mémoires, c'est que, la mémoire que j'ai n'est pas entièrement correcte. Elle est influencée par ma condition d'aujourd'hui. Donc, si on a de l'anxiété et qu'on accède à ces mémoires avec l'anxiété, ça infuse la mémoire avec l'anxiété. Ouais. Et elle commence à vraiment grandir. L'ours grandit, n'est-ce pas? Elle devient pire. Oui. Si j'ai fait une gaffe à l'école, ou pour moi, j'ai toujours des bêtises devant les filles. OK? 3 mois plus tard, ma bêtise était horrible et je demande à une fille, elle s'en rappelle même pas. Parce que j'avais changé la mémoire et je l'avais infusée. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est choisir intentionnellement de saisir nos mémoires, de prendre ces pensées un petit peu prisonniers, si tu veux, et de les encadrer d'une compréhension plus adulte. Parce que beaucoup des choses qui nous stressent se sont arrivées ou ont commencé quand on était jeune. Ouais. Des façons de faire, de penser. Mais la réalité, c'est que c'est une façon de penser d'un enfant qui a 6, 7, 8 ans. Mais nous n'avons pas amené notre maturité de penser dans cette mémoire. Donc, la mémoire, tu utilises beaucoup la phrase « j'ai peur d'être jugé ». Mais c'est toi qui amènes ce jugement. Parce qu'un adulte, même moi, un peu plus vieux que toi, je regarde les jeunes adultes et je dis « oui, c'est parce qu'ils sont jeunes ». Et le jugement est beaucoup moins fort qu'eux-mêmes mettent sur eux-mêmes. Et j'ai trouvé que en toutes circonstances, on commence à trouver de l'énergie de la vie dans l'encouragement. Oui. Et même, juste avant d'aller dans l'encouragement, c'est ce que tu disais, ça me faisait penser à le fait qu'on rejoue les scénarios et on est en train d'ancrer vraiment nos pensées et par rapport à ça, on sent que de plus en plus la répétition, ça en fait partie. Souvent, on va dire, comme quelqu'un qui dit comme, moi je suis poche ou je suis laid, puis même si c'est pour niaiser, le fait de toujours répéter, tu le crois de plus en plus quand même. Et c'est vraiment intéressant parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais parler d'une histoire de votre enfance avec un frère ou une sœur. Et on ne sait pas tout à fait la même chose. Il y en a des fois, en tout cas, c'est pas la même chose. C'est ça. Mais la force à répéter, et même notre perception de nous-mêmes, la perception d'une situation ou de quelqu'un, peu importe, le fait qu'on se le répète, que si on se répète toujours des choses négatives, on va plus en plus rapidement penser négativement pour cette situation et d'autres situations. Alors, la répétition, il faut prêter attention. Et moi, ce que j'ai commencé à faire comme pour ma vie, quand j'ai vraiment commencé à travailler sur mon estime de soi, c'est de me répéter les bonnes choses envers moi-même. Alors, à place de dire comme « Ah, je suis pas fière de moi, ah, je suis laide, je m'aime pas, j'aimerais comme, tu sais, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma face, peu importe. » À la place de dire ça, j'ai commencé à dire le contraire. C'était pas facile au début. J'ai eu des gens qui m'ont aidé puis à me mettre devant un miroir puis dire « Dis que t'es belle. » Moi, j'étais comme « Non! » Mais c'est ça qu'il fallait faire, c'est de commencer à répéter et de se le dire. Et même, c'est ça. Et on va parler de l'encouragement. Même que nous, on fait l'effort de
de répéter les bonnes choses, ça va être la même chose pour l'encouragement. Alors, Charles, je te laisse continuer. Non, non, mais je pense que la pensée continue directement parce que une des choses que tu fais, je pense que c'est super. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent, oh, je suis laid, je suis gros. Et si tu es gros, c'est pas honnête de dire, de tenir devant le miroir et dire, je suis mince. Et il y a des gens que c'est plus dur de dire ces choses et les croire. Et j'ai une amie qui a envoyé quelque chose, elle a un enfant, et elle a dit, encouragez vos enfants dans les choses non physiques. Ouais. Tu es très créatif, ou tu sais résoudre des problèmes, ou tu es une bonne amie, ou quand j'ai un fils dans une chaise roulante, quand il vient dans la chambre, n'importe quelle, la salle à manger, on va voir, tout le monde se calme pompon, tout le monde se calme. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est un don qu'il a. Il est dans une chaise roulante. Il ne va pas courir, il ne va pas sauter. Oui, il est très beau, mais il est très petit pour son âge. Et toutes ces choses physiques qu'on regarde normalement pour l'encouragement, on a dû les enlever. Et pour lui, on regarde l'influence qu'il a autour de lui est énorme. Son sourire, son esprit, ce qui est bon en lui. Et sa maladie a enlevé beaucoup des choses que normalement sont le focus de nos compliments dans la société. Ouais. Donc, je pense que c'est important, oui, de dire, se regarder dans le miroir, mais l'histoire qu'on veut se dire, je suis accepté, je suis aimé, j'ai de la valeur comme personne. Et non pas parce que j'ai encore des cheveux, je les perds tous les jours, ou que j'ai 20 kilos de plus, 25 kilos de plus, 20 kilos de plus que quand je me suis marié. Okay? Je peux regarder ça ou je peux dire, tu as un caractère de persévérance. Et l'encouragement, parlons de l'encouragement, l'ours qui est dans notre tête est un mensonge. Tu ne peux pas faire confiance au monde, surtout avec l'anxiété qui vient des trams. Oh, tu vas avoir un autre tram, tu vas avoir un autre accident, Et je dois me dire, non, écoute, ce n'était pas ta faute. Et en 25 ans de conduire, tu n'as jamais eu un accident qui est ta faute. Tu es un bon conducteur. Mais même là, même si ça aurait été de ta faute, on fait tous des erreurs dans la vie, mais c'est aussi de pas... Ça ne fait pas... Ça, c'est pas ton identité. C'est ça qu'il faut... Ça revient à l'identité. Mais même quand on fait des erreurs, il faut pas se le répéter et dire « Moi, je suis comme ça. Moi, je fais toujours cette erreur-là. » Puis tout. Même si c'est quelque chose que tu combats avec, c'est pas toi. Parce que tu as beaucoup plus de valeur de ce que tu fais et les erreurs que tu as faites. Et ça, c'est un peu plus difficile, mais c'est de reconnaître. C'est plus dur, mais c'est important de reconnaître quand on a mélangé « je suis » et « j'ai fait ». Ouais. Et ce que tu dis, je vois ça avec mes enfants parfois. « Oh, je suis bête. Je fais toujours cette erreur. » Et j'essaie de les arrêter. Non, tu fais souvent cette erreur, mais ce n'est pas parce que tu es bête. C'est parce que tu es jeune ou tu manques d'expérience. Et je pense surtout quand j'étais plus jeune, je ne me donnais pas permission de ne pas savoir. Parce qu'à 18 ans, on sait tout, n'est-ce pas? Plus que maman et papa. Et je me souviens, je suis rentré de l'université et j'ai fait les mêmes études. Mon père n'est pas allé à l'école pour ce qu'il fait, son travail, mais on fait le même travail. Donc moi, l'école, les livres et tout ça, je me suis amené, je sais tout. Je commençais à lui dire ça. Ah oui, il a écrit ça, il a pris des livres de son bouquin. Il savait tout ça. Moi, je ne savais pas ce qu'il savait et j'avais cette arrogance et tout d'un coup, j'ai réalisé, je ne sais rien. Je ne sais rien. Mais la société, et je pense d'aujourd'hui, pousse les jeunes gens à démontrer qu'ils savent plus qu'ils savent.
C'est naturel de ne pas tout savoir quand on a 18 ans ou 22 ans, même 30 ans. J'ai eu mon premier on veut enfant à jamais tout 30 ans. savoir. J'ai réalisé, j'avais beaucoup d'opinions sur les parents et comment être bon parent, comment être bon papa. Et j'en ai même partagé avec un ou deux de mes amis qui avaient des petits-enfants. Et ils étaient un peu fâchés avec moi. Et puis, après avoir eu mon premier enfant, on a adopté Josué. Je me suis rencontré avec un autre ami et il m'a dit, « Charles, tu as toujours tellement d'opinions sur être bon papa. » Et je lui ai dit, « Oui, j'en ai toujours, mais je réalise beaucoup plus combien c'est dur d'appliquer mes opinions. » Ouais. Donc, il y a un concept qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est parfois dans le domaine religieux, mais c'est une idée de grâce. Et grâce, c'est une faveur qui nous est donnée, c'est une permission qui nous est donnée. Ce n'est pas mérité, mais on donne de la grâce à la personne parfois parce que nous les aimons. Et encourager quelqu'un, c'est leur donner de la grâce. Ouais. Et c'est incroyable comment un encouragement, mais pas tout encouragement, est bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, on dit à un enfant à 3 ans, « Ah, t'es super, parce qu'il est allé faire pipi dans la toilette. » Non, c'est pas super, c'est normal. Il faut faire ça, c'est normal. Il ne faut pas dire aux enfants, « Oh, c'est super parce que tu n'as pas fait caca dans ton... » Non! Mais parce que si tout est super, rien n'est super. Et comme enseignant, j'avais des jeunes gens qui arrivaient dans ma classe et ils n'avaient jamais entendu quelque chose que des encouragements fausses. « Ah, tu es intelligent. » Ils n'étaient pas. Ils ne travaillaient pas. Et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. « Oh, ton opinion est valable. » Non, parce qu'ici, tu ne sais rien. Et on les voyait s'effondrer sur la pression d'être adulte. Mais je me souviens quand j'avais 20 ans, et pardon, je parle longtemps, mais je suis très passionné sur ce. Quand j'avais 20 ans, j'étais dans un environnement et j'ai un ami, il m'a donné une lettre. Et dans cette lettre, il a mentionné 3 choses qu'il a vues dans ma vie. 3 choses. « Charles, je t'ai observé et je vois ça, je vois ça, je vois ça. » Tu sais, j'ai toujours cette lettre. Parce que c'est un encouragement qui est réel et spécifique. Elle est personnelle et elle est pointée. « Oh, t'es gentil. » C'est pas un bon encouragement. Mais Charles, je te vois avec tes enfants et c'est incroyable comment tu parles des mots d'encouragement dans leur vie. Ça, Mark Twain a dit, je peux vivre sur un bon compliment pour 1 mois. So, Michel, as-tu eu des personnes dans ta vie qui t'ont encouragé? Oui. Spécifique ou général? Oui, non, général, j'ai un petit peu plus, je suis comme, ouais. Mais quand c'est spécifique, je sais que c'est vrai. Et ça m'a beaucoup formée. Je pense beaucoup dans mon identité aussi, en sachant que comme ces encouragements-là, ces critères qu'on ressortit, c'est pas quelque chose qui change, mais c'est vraiment moi naturellement. Et même l'encouragement par rapport à mon progrès dans une certaine chose, peu importe, ça l'encourage, parce que des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas comme qu'on voudrait, mais quand quelqu'un dit « je vois la différence, je vois, il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça », tu sais, ou peu importe, mais je me dis que « Ah, OK, comme... » Et je me base là-dessus, mettons, quand j'ai des doutes. C'est super c'est un moyen excellent d'encourager quelqu'un. J'ai vu ton progrès. J'ai vu ton progrès. Est-ce que tu as un exemple spécifique? Oui, j'ai un exemple. Je pense par rapport à, tu sais, comme essayer de parler ouvertement et me rapprocher vraiment de ma famille, parce que surtout à l'adolescence, on est plus indépendant et tout. Et j'ai comme perdu un peu ce côté de m'ouvrir et parler honnêtement. Fait j'ai travaillé là-dessus et j'ai eu ma soeur qui me dit qu'elle est fière de moi parce que je me suis ouverte, j'ai parlé honnêtement. Alors ça m'a encouragée beaucoup. Là. Oui.
Et tu t'en souviens. Ça a pris 2-3 secondes, mais tu t'en souviens. La plupart des encouragements, je ne m'en souviens pas, mais quelque chose de très spécifique, très personnel et très pointé peut remplacer ces histoires d'anxiété. Quand je pense, non, Charles, tu es bête, tu es stupide, tu es mal poli ou je ne sais pas quoi, je me rappelle des encouragements spécifiques. Et je pense qu'on a débordé un petit peu de notre temps aujourd'hui, mais on veut vous encourager aujourd'hui. Trouvez quelqu'un et encouragez-les. Trouvez quelque chose de spécifique que vous pouvez voir en eux et parler des mots. S'ils sont beaux, OK, mais un jour, peut-être qu'ils ne seront pas aussi beaux, ils sont comme moi en train d'être chauds. Mais quelque chose qui reflète leur caractère ou qui reflète un changement peut-être très puissant. Et tu voulais ajouter? Oui, je veux ajouter un petit astuce quand même assez comique de Anne. Ça prend écouter pendant 20 secondes, vous allez savoir c'est quoi. Quand un cerveau interprète une situation de danger, il va y avoir une activation du système nerveux sympathique, donc une sécrétion d'hormones de stress, puis une réponse de stress dans le corps, des sensations physiques. Pour se calmer, la première chose à faire, c'est de reconnaître les sensations physiques du stress pour savoir qu'on est stressé. Si on ne sait pas, on va juste comme accumuler le stress tout le temps. Puis à un moment donné, ça va être trop pour le corps, ou ça va juste être trop, ou on va arriver le soir, puis on va être trop stressé, puis notre tête arrêtera pas de fonctionner. Donc, la première chose, reconnaître les sensations physiques du stress pour savoir qu'on est stressé. Après ça, ce qu'on veut, c'est diminuer le stress. Fait qu'on va prendre des moyens pour ça. Là, comme j'ai dit, le cerveau, il a activé le système nerveux sympathique pour le stress. Donc, ce que nous autres, on veut, c'est activer le système nerveux parasympathique qui, lui, va arrêter la réponse du stress. Une des façons de faire ça, c'est la respiration diaphragmatique. Fait que dans le fond, c'est de respirer en gonflant le ventre le plus qu'on peut sans utiliser sans que la poitrine monte. C'est seulement le ventre. Puis ça va faire en sorte que ça va étirer le diaphragme, qui est le muscle qui est en dessous des poumons. Puis quand le diaphragme va être étiré, ça va déclencher, ça va activer le système nerveux parasympathique. Comment on fait cette respiration-là? On va inspirer par le nez pendant 3 à 5 secondes. Fait que c'est d'inspirer vraiment lentement jusqu'à ce que le ventre soit gonflé. Puis après ça, on va expirer par la bouche pendant 3 à 5 secondes encore une fois. Puis on va faire ça plusieurs fois. Ça peut être de 3 à 5 minutes. Puis c'est recommandé de le faire 2 fois par jour. Même quand on n'est pas stressé, c'est de se pratiquer à le faire tout le temps. Comme ça, quand le stress va arriver, quand il va y avoir une grosse vague d'anxiété, de faire la respiration, là, ça va être plus facile de se calmer si on l'a déjà pratiqué tout le temps, puis notre corps va être habitué de le faire. Une autre façon, ça peut être de rire ou de danser, ce qui va amener à une sécrétion de plusieurs hormones, dont la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Puis de rire ou de danser, ça envoie un message au cerveau qu'on n'est pas en danger. Parce que quand on est en danger, on ne va pas se mettre à rire ni à danser devant le danger, on va réagir d'une autre façon avec la réponse de stress. Alors, rire et danser, c'est une chose qui aide, OK? Alors, je sais qu'on est distanciation sociale et tout, puis on est toujours occupé, mais rire et danser, mettez-le pas de côté. Oui, Charles, il pourra nous montrer ses mouvements exceptionnels. Si je danse, tu vas rire. Mais si je ça danse, tu vas rire. OK, il faut regardez. danser et rire. On va regarder ça, c'est horrible. Wouhou, on va faire la fête. Donc, encouragez quelqu'un cette semaine. Oui. Envoyez-nous des encouragements parce qu'on en a besoin. Oui. Dans cette saison, on a encore besoin. 2 épisodes. Partagez ces épisodes. Et comment est-ce que les gens peuvent nous contacter aujourd'hui, Michel? Oui, on a nos réseaux sociaux, on a Instagram, on a Facebook, c'est crée-moi pas. On a notre email que vous pouvez nous écrire, c'est cmcmpa@gmail.com. On veut entendre de vos nouvelles, votre feedback, comment que ça, les choses que vous avez appliquées, on veut entendre ça puis voir c'est quoi la différence qu'il y a eu dans votre vie.
Également, on voulait vraiment vous offrir quelque chose de plus si vous ressentez que vous voulez aller plus loin dans ce sujet et découvrir par rapport à votre vie et gérer toutes ces choses-là. On vous offre Isabelle Joret, qui est consultante en relation d'aide. Elle a très hâte de parler avec vous. Alors, n'hésitez pas à la contacter. Ces informations sont ici-bas. Sur Et YouTube. on veut remercier notre belle... Oui, sur YouTube, sinon ça va être écrit, là. On veut remercier notre très belle équipe, Jonathan dans la production, Jeremiah dans les réseaux sociaux. Richemont qui nous envoie des pensées positives, qui continue à prier pour nous et pour vous. Et ce podcast n'aurait pas été possible sans Joey et ses idées complètement fous que je ne comprends pas. Mais il m'aide à vivre ici au Québec. Joey, merci pour tes contributions. Et puis, à la prochaine. Et à la prochaine. Si vous nous croyez ou ne croyez pas, ne vous trouvez pas nus dans la rue. Ben oui, garde, c'est encore moins. Vous êtes pognés avec moi au début, puis en plus à la fin. Ça n'a pas d'allure, hein? Que ça a l'air que notre 6e épisode attire déjà à sa fin. L'expression québécoise qu'on a vue aujourd'hui, c'était être tenute dans la rue. Pis ça, c'était quand même assez drôle de voir Charles essayer de la dire, faut bien le dire. L'expression qu'on va voir la prochaine fois, notre prochain épisode, ça va être frapper son Waterloo. Alors, c'est tout pour moi. C'est pas mal tout pour le podcast. Merci pour votre écoute. À la prochaine!